Salut à vous, vous êtes les bienvenus sur Maître Romain, les différents réseaux. Cette émission va être diffusée en simultané sur la page, sur le compte YouTube et sur la page Facebook. J'ai une surprise pour vous aujourd'hui, une exclusivité, parce que oui, le monsieur que je reçois aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2025. C'est un monsieur particulier. J'ai utilisé cette expression que je pense que vous allez comprendre. On déteste l'aimer ou on aime le détester. Ça marche dans les deux sens. Lui, c'est le sélectionneur national de l'équipe A de masculine du Gabon. Alors, généralement, on va dire l'équipe nationale du Gabon. Mais il y a des équipes féminines, il y a des équipes de moins de 23, moins de 21, moins de 19. Lui, il est le sélectionneur national des Panthères du Gabon. C'est Thierry Mouyoma qui nous fait le plaisir d'arriver sur la page de Monsieur Débrief et de venir se confronter au débrief de Maître Romain. Thierry Mouyoma, merci à vous, coach, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Merci, Maître Roman, de m'avoir invité, de m'avoir convié à cette émission. Alors, moi, je vais plonger tout de suite les pieds dans le plat et on va démarrer avec cette question qui va concerner quand même votre prise en main de l'équipe nationale. Généralement, dans ce genre d'échange, on va aller d'une façon chronologique en prenant les événements les plus récents pour aller vers les plus anciens. Et moi, je vais faire l'inverse. Je vais commencer par les plus anciens et donc on va parler d'octobre 2023. Et il y a cette transition dans le pays et une transition décidée aussi au sein de l'équipe nationale du Gabon. La FEGAFOOT décide pour la première fois de son histoire de faire appel à un staff totalement gabonais à la tête duquel Thierry Mouyoma, que vous êtes un peu plus de 20 mois désormais que vous êtes à la tête de cette équipe nationale. Revenons sur le sentiment qui vous a parcouru, sur l'impression que vous avez eue sur le moment lorsque Pierre-Alain Mongagui vous appelle et vous dit c'est désormais à vous qu'on va faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Écoutez, Maître Roman, je dirais que c'était déjà un sentiment de satisfaction de savoir que je devenais le deuxième sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon. Parce qu'à un moment, il y a eu le coach d'Acosta Suarez, personnel qui a fait des très bonnes choses à l'équipe nationale. Et il est vrai que je m'étais un peu préparé, mais c'est surtout à ce moment, c'est se dire ouf, enfin. Parce qu'il faut se dire la vérité, j'attendais que ça arrive un jour. Mais le camp, je ne le savais pas. Et nous étions dans une période de transition politique, transition sportive, c'était un mot certes à la mode. Mais cette transition voulait dire quoi? Il y avait aussi une révolution. Parce qu'il s'agit de ça aussi, la révolution. Des nouveaux hommes, un nouvel environnement, des nouvelles personnes en charge d'équipe nationale, un nouveau projet sportif avec des ambitions nouvelles, évidemment, la CAN, la qualification à la Coupe du Monde. Mais j'étais un peu sur le qui-vive de l'appréhension, c'était comment ça devrait se passer. Parce que, comme on le savait tous, à ce niveau, j'avais jamais entraîné des sélections A. J'avais été sélectionneur de U20, mais j'avais entraîné dans un club. Entraîner, c'est le même, on va dire, c'est la même base. Mais en sélection, c'est beaucoup plus particulier, plus complexe. Et on va revenir justement à cette question de sélection qui est plus particulière, plus complexe. Comme vous le dites, ce n'est pas la meilleure. On va dire que ce n'est pas le meilleur moment d'arriver en équipe nationale parce qu'il y a un coach qui va partir, Patrice Neveu, tout le monde sait à peu près qu'il va partir, tout le monde est un peu réfractaire par rapport à ses résultats. On s'est dit oui, mais les résultats ne sont pas si bons que ça, il faut qu'il parte, il y a une grosse pression autour et derrière il y a un Gabonais qui arrive, pas forcément celui que tout le monde aurait attendu. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire derrière cela? Écoutez, quand vous décidez d'entraîner, déjà de jouer au football, il y a de la pression. Quand vous devenez de surcroît un entraîneur, vous passez à une période où le Gabon n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique Nations. Dans un groupe où on avait contrôlé jusqu'à la 3e journée, on était premier du groupe. Quand vous arrivez, forcément, il y a de la pression, mais c'est à la personne même de pouvoir faire retomber la pression. Il faut dire entre la nomination, donc l'arrivée, il y a la préparation individuelle, intrinsèque, avec bon staff. On se retrouve, ça paraît anodin, amusant même, quand je rassemble mes copains un peu vers avril 2023, je leur dis, on pourrait avoir la chance un jour pour que nous réfléchissions. Carrément avant même de savoir Oui. Nous avons une réunion en France avec le manager actuel, Londo, l'analyste donné, Mibemou. C'est dit qui est au Gabon en échange. On décide de faire une réunion. Quelles sont les perspectives en fin de saison? Est-ce qu'on part sur un club ou une éventualité de sélection nationale? Parce qu'on a des réseaux, on discute avec des gens. Puis nous travaillons sur l'éventualité de prendre un club. C'était possible. Et on travaille aussi. Non, pas au Gabon cette période. À cette période, j'étais plus, soit je repartais un peu
aux États-Unis reprendre une académie de formation pour un club en Tanzanie. Et on avait l'option, je rentrais une année plus tôt du Burkina. C'était pas de suite repartir là-bas. C'était un autre championnat. Donc on était dans une recherche et on parlait aussi des sélections nationales. Parce qu'il y a que les agents, les réseaux. Et si une sélection arrivait, comment on réagirait, comment on préparait. On se disait, l'idéal pour nous, c'est entraîner le Gabon. C'est plus facile. Parce que jouer pour une autre sélection, l'hymne national, on ne le ressent pas de la même façon. D'accord. C'est l'hymne de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est l'hymne. Et vous imaginez, si cette fois vous devez jouer contre le Gabon, c'est pas évident. La mère patrie, Donc on s'est préparé. On a disséqué certains matchs de l'équipe nationale du Gabon. L'attitude, le comportement des uns et des autres. Donc on avait une base de données. Carrément. On avait une base de données. Et on avait un plan. J'ai même appelé à cette période le plan Marshall. Parce que nous, on se disait, en arrivant, il fallait qu'on change certaines choses. Ok. Et il y avait l'attitude des joueurs. Il fallait prendre en compte leur comportement en club, leur comportement en sélection. Qu'est-ce qui faisait qu'il y ait un rendu en dessous de ce qu'ils peuvent faire en club. Donc on était dans cette balance. Ok, est-ce que ce n'est pas aussi à cause de ce profil-là que vous êtes appelé, parce qu'il y a ce besoin et cette nécessité de changer un certain nombre de choses en équipe nationale, dont le comportement et l'attitude des joueurs qui semblait être, on va dire, une attitude de nonchalance et de négligence. Parfois, on avait l'impression qu'ils ne faisaient pas assez. Parfois, on avait l'impression que c'était la cour du roi, plutôt, où tout le monde se permettait tout. Or, Thierry Moyouma, de ce que moi j'ai entendu, je vais vous dire ce que j'avais entendu de vous. Les deux premières expressions que j'ai entendues de Thierry Moyouma, c'est « il aime critiquer ». C'est la première expression. Et lui, question discipline, il ne joue pas avec. Or, cette équipe avait besoin de discipline sur le moment. Et est-ce que quelque part, ne vous avez pas entendu critiquer? On s'est dit, lui, il aime parler, on va la lui donner cette équipe-là. Et à ce moment-là. Oui, je pense que dans ce que vous avez entendu, il y a une part de vrai. Mais les personnes qui font surtout franchir la balance en ma faveur sont, le premier, c'est le président de la Fédération gabonaise de football, qui va proposer. Et ensuite, le deuxième, c'est le chef de l'État, qui à l'époque était président de la transition, qui, avec un autre regard, avec la capacité de connaître certains profils, va être captivé par ma capacité de leader, d'entraîner un groupe avec moi, d'asseoir une idée autour de la discipline, parce que mon passé d'ancien élève de l'école de police lui parlait. C'est ce qui va faire en sorte que la balance et aussi le diplôme requis à cette période. De ceux qui étaient dans cette shortlist, je suis celui qui disposait à cette période de ce diplôme-là. Donc tout ça mis ensemble fera que le choix fait sur ma personne, que j'arrive ensuite à discuter, comme on me donne les objectifs à atteindre. Et en ce moment, on commence à faire la chronologie de ces objectifs, mettre le projet sportif en place. On va parler justement du projet sportif un peu plus loin. On va démarrer avec des résultats qui sont probants. Et moi, je prends plaisir à le dire parce que c'est vrai. Et moi, j'aime bien parler de ce qui est vrai, de ce qui est vérifiable. Ce qui est vérifiable, c'est que Thierry Moyouma a qualifié le Gabon pour une Coupe d'Afrique des Nations pratiquement un an avant que la compétition ne commence. On savait déjà qu'on était qualifié 2 journées avant la fin des qualifications. Donc, on joue 2 matchs un peu bonus comme ça, même si j'ai entendu des expressions qui m'ont un peu fait tourner le cerveau dans tous les sens. Et Thierry Moyouma est actuellement le premier meilleur deuxième de tout le continent africain pour les qualifications du mondial. Donc 6 matchs, 5 victoires, 15 points, un petit point seulement derrière la Côte d'Ivoire avec laquelle on est dans le même groupe. Mais derrière, il y a les Gabonais qui disent il n'est pas assez bon. Il faut le changer, lui, il ne fait pas bien les choses. Pourquoi on le garde, ce monsieur-là? On entend beaucoup de choses qui sont assez virulentes à propos de vous. Comment vous le prenez en vous disant j'ai quand même pris mon équipe nationale, je suis quand même un Gabonais chez moi, j'ai quand même de très bons résultats, mais derrière, personne, il y a une bonne partie des Gabonais qui ne sont pas contents. Oui, moi je pense que dans cette question, il faut traiter je vais vous donner une réponse qui va être vraiment fragmentée. Je vais la prendre point par point. J'ai l'impression, mais bon, ça a été quand même repris dans certains livres, on n'est jamais prophète dans son pays. Et le complexe, je pense aussi que le complexe de l'étranger a fait qu'on soit capable d'accepter un entraîneur expatrié, moins bon soit-il, mais il est préférable à un local. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que dans ces personnes qui étaient incapables de critiquer hier l'occidental, aujourd'hui, se donnent à cœur joie. Et quand je parle des critiques, parce que la critique n'est pas totalement mauvaise,
dans la critique, il y a la critique objective, on en tire forcément des bonnes choses. Mais dans le déni, ces personnes, il faut comprendre que beaucoup de ces personnes ont perdu. Ont perdu quoi? Ont perdu du marchandage, du chantage émotionnel. Parce que certaines de ces personnes qui hier étaient promptes à défendre ce qui était indéfendable, gagner de l'argent, gagner une amitié, gagner des voyages que ces personnes ne retrouvent pas. D'accord. C'est ce que je veux dire. Lorsque j'entends parler de voyage, je comprends qu'il s'agit d'un environnement beaucoup plus proche de vous. Pas forcément proche de moi, non, c'est pas là. Certainement qu'il y a des personnes qui ont peut-être une ou deux ramifications, mais ce pas des personnes qui sont proches de la fédération parce que quand on travaille en fonction du département dans lesquels vous êtes, de facto, vous pouvez voyager. Mais c'est des personnes qui sont autour, qui avaient construit leur business autour d'une personne centrale de sélection nationale. D'accord. Et là, on ne se retrouve pas. Parce que quand vous avez les analyses ou le déni de certaines personnes, il faut regarder les profils des gens qui décident en fonction de leur critique non objective. Vous avez des gens qui sont frustrés peut-être parce que, bon, c'est pas mon cousin, c'est pas mon neveu, mais ce qui est différent, le sélectionneur lui regarde de manière générale. D'accord. Qui peut m'apporter des résultats? Ok. Un entraîneur comme un sélectionneur ne vit que par les résultats. Il n'est pas là, non. C'est pas sa tête, ses qualifications qui intéressent, c'est les résultats qui intéressent. Pourquoi je vais en jouer? Parce que quand vous refaites de la communauté à l'inverse, cette équipe nationale, quand nous arrivons, c'est un peu le chaos. Mais le chaos, tout à l'heure, vous le disiez tantôt, c'est pas parce que les joueurs étaient nonchalants, non. C'est que 2 fois, on les a rendus nonchalants. D'accord. Bon, oui, on a créé on a créé la condition pour l'échec. Ok. On était disposés à subir un échec. Mais dans l'échec, certaines personnes prospéraient. Donc il fallait l'inverse. C'est pour ça que les décideurs, ceux qui décident de me donner cette équipe, en tête desquels le chef de l'État savait où on allait. C'est aussi ça, avoir une vision. Le président de la fédération connaissait mes compétences en tant qu'entraîneur et en tant qu'homme. Ok. C'est là où ça rend la chose un peu plus facile pour ces personnes. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, ces personnes ont raison. Parce que nous nous sommes qualifiés, comme vous l'avez dit, 2 jours avant. Nous sommes en liste pour nous qualifier pour la Coupe du Monde. Nous sommes aujourd'hui la première équipe, donc la première nation qui pourrait passer par le tour de cadrage. C'est pas rien. C'est parce qu'il y a eu ce travail qui a été fait, ce travail d'approche, ce travail déjà de légitimité et ensuite ce travail d'identification du problème. Il y avait réellement un problème. Le premier problème, il était d'ordre disciplinaire et d'assainissement de l'environnement équipe nationale. Est-ce que vous êtes arrivé à le faire aujourd'hui, assainir l'équipe nationale, en tout cas au niveau où vous voulez et qui vous permet de travailler sereinement? Vous savez, il y a jamais un niveau idéal ou un milieu idéal, mais vous créez vos conditions idéales. Nous sommes en train de les créer avec les joueurs. Qu'est-ce qu'ils demandaient ces joueurs? C'est que ces joueurs, la quasi-totalité, sont des footballeurs professionnels qui vivent dans un environnement professionnel. Donc, un professionnel ne ferait pas ce qu'il faisait pour certains en équipe nationale. D'accord. Donc, il fallait retrouver ce cadre. Et dans ce cadre, leur expression intrinsèque, leur expression était beaucoup plus facile et limpide aujourd'hui. Ils s'expriment mieux. Et ce cadre n'a pas été créé que pour les joueurs. Il a été créé pour le staff technique, pour tous les membres de l'encadrement technique. Donc, il fallait, et c'est un mot qui parfois a l'air de rien, mais il fallait désacraliser le comportement au sein de la tanière. Okay. Ça veut dire quoi? Que tous, nous avons un rôle, personne n'est indispensable. Nous avons un rôle important. C'est de travailler à la réussite de l'équipe nationale parce que c'est une équipe non seulement de souveraineté, mais c'est une équipe nationale qui représente la nation gabonaise. Ok. Vous semblez arriver à vous départir un peu de ce qui se passe autour de vous. Je sais même de sociaux, que vous n'êtes pas très réseaux sociaux et même vos réseaux sociaux officiels, c'est d'autres personnes qui s'occupent de votre communication, qui en sont en charge. Donc, vous évitez la plus grande partie du tourbillon médiatique des réseaux sociaux, etc. Après les résultats, qu'ils soient positifs ou pas. Pour votre famille, ce n'est pas le cas. Quel est votre regard et comment vous vivez ce par quoi peut passer votre cercle familial en entendant toutes ces injures? Parce qu'il y en a, c'est vraiment véhément, c'est vraiment dur, c'est vraiment difficile. Thierry Mouyuma, l'homme, comment il le vit au quotidien? Une famille qui se demande, mais qu'est-ce qu'on lui reproche à notre père, à notre époux, à notre bien-aimé?